Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Kill Real. Aujourd'hui, on va vous parler de The Conjuring 2. The Conjuring 2, c'est la suite des aventures de Ed et Lorraine Warren, deux des enquêteurs les plus renommés dans le monde de l'enquête surnaturelle. Ils ont réussi à rendre ça populaire avec leur implication dans le cas Amityville, qui est un cas qui était extrêmement médiatisé puis dont on en parle encore aujourd'hui. Cette fois-ci, on quitte les campagnes du Connecticut dans lesquelles se passaient les événements du premier Conjuring et on se rend à Enfield, en Angleterre, là où, justement, ils vont enquêter sur le cas Enfield, un des cas les plus documentés de l'histoire du surnaturel, et aussi un des cas les plus médiatisés d'Angleterre à cause de toutes les théories qu'il y avait sur le fait que ce serait peut-être un canular, etc. Et justement, ils vont affronter une de leurs plus grandes menaces démoniaques. Avant, en fait, de passer sur notre avis sur le film, j'aimerais ça qu'on parle de ce qu'on a pensé du premier, en fait. Moi, par exemple, tu vois, le premier... Je l'ai vu, je pense, 2 ou 3 fois, et la première fois, j'avais pas aimé ça, mais je pense que c'était vraiment... détesté. Ouais, je pense que c'était vraiment du hating bien gratuit sur le fait que ce soit un film mainstream, et je pense que je voulais pas croire... Que ça pouvait être bon. Ouais, que ça pouvait être bon. Mais il y avait quelque chose qui me titillait en moi et qui m'a forcé à le regarder une seconde fois. Puis là, je me suis dit, hey, c'est quand même très bon. C'est quand même très bon, The Conjuring. Ouais. Et puis, je l'ai revu il y a quelques mois, une troisième fois. Je pense quand j'ai appris qu'il allait avoir un 2. Ouais, qu'il allait y avoir la suite. Puis la force est de reconnaître que j'ai vraiment aimé The Conjuring. C'est vraiment très intelligent comme film. Ouais, définitivement. Mais moi, en fait, j'avais vraiment adoré la première fois que je l'avais vu. Parce que, comme tu dis, c'est hyper intelligent, c'est super bien mis en scène, Puis à mon avis, je trouve que ce qui est le fun, c'est que même si c'est c'est un peu plate de devoir séparer cinéma mainstream puis cinéma indépendant, mais c'est un peu le mix des deux. Tu sais, ce qui fait un film hollywoodien avec les gros mouvements de caméra qui ont pas de bon sens, les grosses affaires, tu sais, c'est pas... On sent que ça a pas coûté 2 piastres. Ouais. Puis... Mais en même temps, il y a justement l'ingéniosité puis la créativité du cinéma indépendant. Puis la passion du cinéma indépendant. Quand on revoit The Conjuring 1, puis on en parlera tantôt, on en revoit beaucoup dans le 2, mais on sent un amour pour le cinéma d'horreur dans toute sa variété. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de Conjuring 2 ? Premièrement, commence. Ça fait fucking peur. Ouais. Ça fait vraiment très peur comme film. Ça faisait longtemps que moi, j'avais pas eu peur au cinéma. Genre, les vrais pétoches, là. Ouais, moi aussi, pour vrai... Tu sais, on se parlait justement aussi avant de voir le film qu'il y a comme plusieurs sortes de sentiments d'horreur quand on voit un film. La terreur, l'horreur, et aussi même, tu sais, comme juste avoir un petit jumpscare de temps en temps. Mais là, c'est... Des fois, il y a des moments où ça te projette comme dans tes terreurs d'enfant, là. Tu sais, que tu te lèves la nuit, puis il fait noir, puis t'imagines plein de trucs, mais je trouve qu'il explore ça super bien, là, puis... Vraiment, très très bien. Il y a vraiment des moments où tu te dis... Tu penses à la soirée qui s'ensuit. Genre, quand tu vas rentrer chez toi, puis que ça va être le moment d'aller te coucher, tu es face au film et tu te dis... Mon Dieu, je ne vais pas dormir ce soir. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il mélange un peu toutes les sortes de cinéma d'horreur qu'il a fait avec la précédente série Insidious. Puis je trouve que c'est vraiment une très très bonne suite. Je sais pas encore si je pourrais dire que je le préfère au premier. J'hésite encore. Il construit sur ce qu'il y avait de bon avant, puis il l'améliore. Puis il y a peu de choses qui sont moins bonnes que le précédent film, à mon avis. Là. Ouais, mais c'est aussi, je pense que c'est un concept qui se porte bien à des suites. À devenir une saga. Les personnages principaux sont des enquêteurs, donc par définition, ils font plusieurs enquêtes. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui marche pas, par exemple, dans des films comme Paranormal Activity. Ouais. Ou bien même Insidious, c'est quand même un peu tiré par les cheveux de faire des suites. J'ai pas vu la suite de Insidious. C'est ça, on sent que... Tu sais, le 3, c'est un prequel. Ouais. Tu sais, c'est... À mon avis, dès que t'arrives à faire des prequels,
c'est souvent quand tu cherches à comme étendre ton concept. Puis j'ai vraiment l'impression que la suite ne peut pas être faite, là. Puis la prochaine étape, c'est le reboot. Ben, c'est ça. Ouais. Autre chose qu'on a vraiment aimé dans The Conjuring 2, c'est quand même la mise en scène qui est foutrement inventive. Oui. C'est terrible à quel point James Wan a des idées plein la tête et des bonnes idées de mise en scène. C'est vraiment difficile de partager à quel point c'est bon sans en parler et sans spoiler un peu le film. Et puis ce serait vraiment dommage de spoiler telles scènes tant elles sont excellentes. Ce que j'ai aimé du marketing de ce film-là aussi, c'est que dans les 2 ou 3 bandes annonces qui ont sorti, à mon avis, je pense qu'ils ont spoilé comme 3 effets de mise en scène qui, tu sais, des jumpscares comme on dit. Ou bien, il y a plein de scènes dans le film qu'on n'a jamais vu ailleurs dans les bandes annonces. Je trouve qu'ils ont très bien justement travaillé là-dessus. La mise en scène, comme tu dis, elle est ultra inventive, là. Puis je trouve que c'est justement dans la même lignée du premier Conjuring. Puis souvent, comme les jumpscares qui vont finir ces scènes de tension-là, c'est pas nécessairement les jumpscares eux-mêmes qui sont surprenants, c'est tout le chemin parcouru. Tout le chemin parcouru, puis tout l'ensemble de la scène qui nous a mené à ça. Puis il a réussi à créer une tension assez incroyable, puis il joue tellement bien avec les attentes du spectateur, puis comme ça, on l'a vu même avec le précédent Conjuring, il sait comment notre cerveau fonctionne. Ouais, vraiment. Il sait quand on s'attend à des trucs, puis justement, il étire la sauce, puis ça marche à fond, là. Puis ce qui est vraiment bon, c'est que cette inventivité de mise en scène marche de pair avec l'inventivité de la direction de la photographie. Entre les cadrages... qui est assez exceptionnel. Ouais, les mouvements de caméra, ça n'a pas rapport. Il invente des nouveaux clichés de l'horreur. Oui, c'est vrai. Et il les invente grâce notamment à son rapport avec le directeur de la photographie. Ouais. Qui est pas le même d'ailleurs que le premier. Hein. Puis ça se sent quand même parce que honnêtement le vibe général, puis juste les images elles-mêmes, c'est vraiment pas du tout le même style que le premier film. Là. Non, mettons, peut-être juste au niveau de certains... C'est au niveau de la mise en scène, là, que ça, on sent que c'est James Wan, puis on le reconnaît bien. Mais pour ce qui est de la direction photo, je veux dire, les couleurs, les mouvements de caméra sont extrêmement éclatés. Écoute, il y a peu de choses qui est similaire en termes de direction photo au premier. Mais c'est aussi un contexte de tournage différent, right? Oui. The Conjuring 2 a été tourné quasiment intégralement en studio. Oui. C'est bien ça? Oui. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la nécessité d'un autre directeur de la photographie qui est peut-être plus habitué au studio. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre, mais ça explique aussi peut-être genre comme toutes les libertés qu'ils ont pu prendre. Il y a toutes les espèces de folies qu'ils ont pu se permettre là. Il y a une caméra qui part de l'extérieur, qui rentre par une fenêtre et qui suit. Ça aussi incroyable. C'est même dans le premier Conjuring, il aime ça, justement, introduire ces lieux avec des plans séquences. Puis pour qu'on sache, dès le début du film, comment la maison est organisée. Puis que, justement, quand les scènes d'horreur vont commencer, en fait, on sait déjà un peu comment la maison est faite. Puis quand les personnages rentrent à des endroits, on les accompagne, en fait, parce qu'on découvre pas les lieux en même temps. Ouais. On connaît déjà un peu la disposition de la maison. C'est un peu ce qui fait la particularité de James Wan, c'est-à-dire comme on le disait, cette inventivité qui est digne du meilleur du cinéma indépendant d'horreur, mais il a derrière lui la grosse machine des gros studios et c'est pour ça que ça marche bien quand il annonce publiquement vouloir redorer un peu le blason du cinéma d'horreur de studio. Ok, qu'est-ce que t'as aimé d'autre par exemple? Moi en fait je connaissais quand même assez bien le cas Enfield. Ouais. C'est un cas que je connaissais nettement plus que celui de Conjuring 1. Michael est très porté vers le paranormal. J'aime le cinéma d'horreur et la vraie horreur en fait. Ouais. Et mais ce que j'ai vraiment aimé du film, c'est qu'il est ultra fidèle aux événements réels, mais aussi juste au niveau de... mettons, il y a une séquence dans le film qui montre un peu des archives, mais qui sont reconstituées, en fait. Puis c'est tellement proche des documentaires de la BBC qui se faisaient à l'époque de cet événement-là, que
qui s'est passé dans les années 70. Mhm. Justement, c'est hyper fidèle en termes de reconstitution, en termes de décor. La chambre, elle est identique. En termes de costume, c'est une attention, je pense, qui démarque James Wan. Que lui, dans tous ces petits détails-là, puis des références que, tu sais, mettons au public général, les références vont passer comme 10 000 pieds par-dessus leur tête, mais ça n'empêche pas à la lecture du film de justement ne pas les savoir. Mais pour ceux qui connaissent ça puis qui sont intéressés à ça, c'est justement c'est du bonbon. Mais c'est là qu'il est bon aussi, c'est Ouais. parce que c'est sûr que ces dernières années, des inspirés de faits réels, là, qui beurrés, Ouais. là, comme on en a eu à l'appel. Mais James Wan arrive à le faire, donc déjà avec un peu de classe. Mhm. Il arrive à nous y faire croire. Son souci du détail, d'essayer de recréer le plus fidèlement possible ce qui se serait passé dans la réalité, Ouais. ça fait qu'on y croit un peu plus. Puis ça, c'est, à mon avis, c'est quelque chose que peu de cinéastes portent une aussi grande attention. Mais cela, c'est vrai que c'est hyper fidèle. Puis, en fait, même, je vous invite à, si ça vous intéresse, allez vous renseigner un petit peu sur le cas Enfield après, ou non, même avant de voir le film. Parce que après ça, vous allez voir dans le film des scènes qui sont tellement proches de ce qui s'est passé pour vrai. Puis justement, comme on disait, c'est du vrai bonbon. Ça témoigne aussi d'autres choses, c'est comme un petit peu son amour pour le vintage. Puis ça, c'est quelque chose que moi j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, c'est la touche stylistique vintage. Malgré tout ce qu'on a aimé de ce film-là, il y a quand même certains points qui nous ont laissé un petit peu, il y a des un petit peu plus froid. Ouais, vraiment. Mais en plus, à mon avis, c'est des faiblesses qui étaient dans le premier, mais que cette fois-ci, pour une raison que j'ai un petit peu de la misère à mettre le doigt dessus, ils nous paraissent même encore un peu plus pires. Puis en fait, on fait particulièrement référence à tous les passages un peu à l'eau de rose, puis qui tombent un peu dans le sentimentalisme un peu forcé. Mais ça, en même temps, je me dis, c'était un peu... Tu sais, on se disait que justement, c'était le mix parfait entre le cinéma d'horreur populaire et le cinéma d'horreur indépendant. J'ai l'impression que c'est le poids du cinéma d'horreur populaire qui pèse un peu de devoir absolument mettre une histoire un peu... Il faut qu'il y ait une histoire d'amour dans le film, mais qui sert tellement à rien. Elle sert vraiment à rien. Ouais, absolument rien. Puis même que ça endommage la progression du récit parce que... Ça tue le rythme. Ça tue le rythme, ouais. Ouais, il y a des passages où ça doit courir, on doit aller tuer un fucking fantôme, mais non, on va s'arrêter pour se larmoyer dans les bras, là. Puis, sous la pluie. Sous la pluie. Mais pour vrai, à part ça, à mon avis, je pense pas qu'il y a tant d'autres points faibles à ce film-là. Non, vraiment pas. C'est vraiment le point noir du film, là, ces passages à l'eau de rose. Le reste, c'est que du bonbon. C'est du très bonne horreur. C'est super bien maîtrisé, super bien réalisé. Puis aussi, il y a un petit point fort qu'on n'a pas mentionné, à mon avis, c'est le travail sonore. Il est assez exceptionnel. Pour tout ce qui est... Ben, la musique, tout simplement, elle est assez incroyable. C'est le même compositeur que Insidious aussi, et du précédent Conjuring. Il s'appelle Joseph Bichara, si je me trompe pas. Et c'est toutes ces espèces de violons totalement désaccordés avec une chorale cauchemardesque. Là. C'est assez troublant. Puis c'est tellement efficace. Puis juste la conception générale sonore est assez incroyable. Là. Toutes les espèces de bruits. Puis même j'ai entendu en entrevue qui disait, si j'avais à choisir, James Wan il disait ça, si j'avais à choisir entre un des trucs les plus importants, entre l'image et le son, je choisirais le son. Ah oui. Parce qu'il dit c'est ça qui non seulement porte l'émotion, mais aussi ce qui guide un peu la pensée du spectateur. Puis il nous manipule il nous manipule complètement avec son son. Il nous ramène, comme on disait aussi, à notre tendre enfance. Quand on était couché dans notre lit, on regarde par la porte, puis on fait juste entendre un petit bruit, puis on s'imagine plein de trucs. Mais il joue avec ça totalement, puis c'est un point fort du film assez important, à mon avis. Mais moi, dans le film, je me rappelle avoir été terrorisé par les coups contre la porte. Ah oui. Les petites filles qui dorment dans sa chambre, puis on entend des boum, boum, boum contre la porte, et c'est vrai. Terrible. On peut passer à la zone, la partie spoiler un peu du film. Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous recommande fortement d'arrêter la vidéo. Oui. Puis de courir le voir. Donc, quelque chose
de très très cool. Puis de très important. Et de très important dans le film. Tantôt, tu nous parlais de Amityville, le célèbre cas de maison hantée sur lesquelles les Warren ont travaillé. Et ben, Amityville est présent dans The Conjuring 2. Puis ça commence là-dessus même. C'est la scène d'ouverture, c'est assez malade. La caméra qui recule de l'extérieur et puis qui passe à travers l'une des deux fenêtres iconiques de la terrible maison hantée d'Amityville. En fait, on voit comme une fenêtre, puis on se dit, est-ce que on est là? Ça y ressemble pas mal, et puis on voit la cheminée, puis la deuxième fenêtre, et puis c'est tellement jouissif. Pour un fan d'horreur, c'est incroyable, c'est... Puis moi, ce que je trouve, que comme on parlait justement qu'il y a tellement de références au réel, ben, il y a... En fait, on voit à un moment donné un petit gars. Tu sais, tu te demandais, c'est quoi l'histoire du petit gars avec les yeux blancs et tout? Mais ça, en fait, c'est basé sur une des photos les plus populaires d'Amityville. On pourrait l'afficher. Ouais, on va l'afficher à l'instant. Puis, en fait, cet élément-là se retrouve dans le film, puis je trouve ça hyper intéressant que James Wan, c'est du bonbon, comme on dit, c'est des cadeaux pour ceux qui s'intéressent à ça. Wan s'adresse à la communauté horreur à ce moment-là, et puis dit, ben, regardez bien, je vous offre comme le crossover ultime. The Conjuring versus Amityville, ça a existé en plus, pourquoi personne n'y a pensé? Ben, moi je vous l'offre. Puis ce qui est cool, c'est qu'il lie les éléments d'Amityville à ceux de Enfield. Ouais, qui sont donc les deux cas les plus... les plus populaires, puis les plus importants dans la carrière des Warren, je pense. Je pense pas qu'il y ait eu autre chose de plus important que ces deux cas-là. Puis il les lie d'une manière assez épique. Assez épique, assez inventive encore une fois. Donc le démon qui entrait à Amityville serait en fait le même que Enfield. Et puis pourchasserait en fait les Warren. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le démon, c'est Valak. Valak. Puis comme le premier démon de Conjuring, c'est un vrai démon. Encore là, c'est une attention au détail assez intéressante. Le Crooked Man. On pouvait pas en parler dans les points négatifs tantôt. Mais c'en est un. Mais c'en est tellement un énorme, en fait. C'en est un énorme. C'est vraiment quelque chose qui affaiblit le film. Puis j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi. Comme on dit, c'est... Ben, premièrement, il est fait en CGI puis il est assez laid. C'est terriblement laid. Comme voir qu'il y a eu autant de budget pour faire virevolter la caméra tout le long. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un peu plus de sous dans ce personnage? Mais même s'ils avaient mis plus de sous sur le Crooked Man, on le rappelle, le Crooked Man, c'est la grande créature qui fait peur aux enfants et qui a un parapluie tout tordu là, et puis qui ressemble à un bonhomme de dessin animé. C'est un personnage qui est tellement loufoque. Puis dans toute cette imagerie où on a la nonne qui est... C'est un des personnages les plus dégueulasses du cinéma d'horreur, des plus flippants. Puis on a ce gros personnage. Mais c'est surtout ça que j'ai de la misère à comprendre, c'est que même s'il était ultra bien fait, ce personnage-là, je sais pas pourquoi il serait là. Tu comprends? Non, c'est ça. C'est que le film est tellement ancré dans une espèce de réel qui essaie de nous faire justement embarquer dans cette histoire-là, de nous faire croire à tout ce récit-là. Puis... Ben étrangement, ce personnage-là arrive, puis il gâche un peu ce sentiment-là. À ce moment-là, on est comme, bon, on est au cinéma. C'est quelque chose qui est comme pas du tout dans le même registre que le reste du film. Je pense que ce personnage-là reflète aussi les influences qu'il y a un peu dans le film. On disait que, en fait, finalement, The Conjuring 2, c'est un peu... On a pris du Insidious, on a pris du Babadook, avec le Crooked Man qui est... Puis même aussi avec... l'aspect visuel de la maison, un peu décrépit, tout, ça rappelle un peu Babadook aussi. Ouais, aussi. Puis il y a une belle dose de exorcisme là, qui est saupoudrée par-dessus. Je pense qu'il y a des plans qui sont des scènes en fait qui sont des références très claires à The Exorcist. On pense par exemple à la fin, une fois que la fenêtre a explosé. Mais je pense que c'est ça ce qu'on disait tantôt. James Wan qui veut ressortir un petit peu le bon cinéma d'horreur de studio, de gros studios, puis donc des affaires comme Poltergeist, The Exorcist. C'est des exemples assez flagrants de ça. Bilan. Le film vaut tellement la peine d'être énormément vu. On peut passer sur tous les points faibles qu'on a mentionnés, on peut vraiment passer outre. Naturellement, pendant que je regardais le film, même s'il y a des moments où j'étais comme
je me disais tout le temps, je sais que la scène d'après va me faire comme chier dans déféquer. mon froc. Donc, tout ça, ça me permettait de rester dans le film quand même. Comme on dit, c'est tellement créatif, tellement inventif, puis ça fout la chienne, mais violemment. Puis je trouve que ça vaut totalement la peine. Puis comme on disait, c'est une excellente suite à un film qui était tout aussi bon, un prédécesseur qui était tout aussi bon. Toi, tu l'as vu 2 fois et je suis pas mal certain que je vais retourner le voir aussi. Oh oui, ça vaut la peine. Quelle note tu lui donnerais? Je pense que je vais y aller avec un 8, 8,5. Ouais, moi aussi, exactement ça, un 8.5. On s'entend sur 8,5. Ouais, 8,5. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est notre première, on espère qu'elle vous a plu. On espère qu'il y en aura bien d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va très probablement avoir une page Facebook avec ça. Ben oui, clairement. Donc dès qu'on a ça, on vous écrit le nom. Je peux le faire en bas ici. Et donc allez liker la page Facebook. Puis partagez le vidéo aussi. Partagez-le. Partagez. À tous vos amis, à votre famille. À votre mère surtout. Maman. Ok, on raccroche. Ouais. On raccroche. Bye. Ciao.